Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on vous connaît déjà un petit peu, hein, votre visage est un petit peu familier pour beaucoup d'entre nous. Vous êtes président de l'Observatoire régional des soins non programmés, donc les urgences, hein, finalement, de l'Île-de-France, chef du service des urgences et du SMUR de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Alors, j'allais vous demander comment se porte l'hôpital, faire un état des lieux, mais j'imagine que vous avez aussi un petit peu envie de réagir à des propos que vous avez pu entendre en amont, donc la parole est à vous. Oui, tout à fait. D'abord, je vous remercie de m'inviter. Finalement, un médecin dans cette conférence sur la santé, c'est un peu étonnant, hein, je suis le seul. Ça montre quand même que... On a reproché au ministre, qui est beaucoup quand même d'administratif dans la santé, mais enfin... on reproduit un petit peu ça. Oui, je suis médecin, c'est mon premier métier. Je suis donc chef de service des urgences en Seine-Saint-Denis. Je ne fais pas partie de l'AP parce que beaucoup de gens pensent que l'assistance publique hôpitaux de Paris, c'est tous les hôpitaux de la région parisienne. C'est faux, hein, on n'a pas les mêmes moyens. Il faut savoir que là, on a une présentation de l'hôpital. En fait, hein, c'est un peu Versailles, hein, la PHP, par rapport aux autres hôpitaux. Et quand vous avez évoqué cette fameuse grève en 2019... je vous dis ça, puis après je reviendrai un peu. En fait, c'est parti de Saint-Antoine et j'avais calculé combien il me fallait de personnel infirmier pour atteindre le niveau de Saint-Antoine avant la grève. C'était la grève des urgences, c'était interurgence si vous en souvenez. Et donc, je ne sais plus combien, je crois qu'il me fallait 20 ou 30 équivalents temps plein pour atteindre le niveau de Saint-Antoine avant la grève. Et donc, j'étais allé voir le représentant de la CGT en lui demandant de m'aider. Et sa réponse avait été « Mais qu'est-ce que tu vas foutre avec tous ces gens-là ?» La CGT. Donc voilà, donc on n'est pas exactement dans le même monde et je suis content de voir que la PHP va mieux. C'est une catastrophe. J'ai reçu encore cette semaine des mails qui sont envoyés par certains services d'urgence de la PHP pour faire de l'intérim, hein. Je vous les montrerai si ça vous intéresse. Donc je vais revenir quand même à ce qui nous occupe. En fait, soigner, c'est quand même dépenser de l'argent. Là, on a vu tout un tas de gens qui essayent d'en gagner. Moi, je suis là pour en claquer. Et donc, c'est important parce que en fait, on n'est pas là pour gagner de l'argent. On n'est pas là pour être productif. Le ministre a parlé d'efficience, c'est vrai. Et moi, je suis pour l'efficience, hein. Une de mes phrases préférées, c'est mettre plus de monde dans le bordel, c'est juste avoir du bordel avec plus de monde. Mais on est quand même là pour apporter un soin et apporter de l'humanité, ce qu'on a beaucoup oublié. J'en ai pas entendu parler aujourd'hui et c'est un peu dommage. Et je travaille à l'hôpital et c'est l'hôpital public. Et c'est important, c'est du service public. Et je suis aussi le patron de l'Observatoire régional des soins non programmés. Et non, ça n'est pas les urgences. Les soins non programmés, c'est d'abord les urgences, hein. C'est le SAMU, c'est le SMUR. Mais c'est tout ce qui va autour et qui se développe à une vitesse énorme en ce moment, qui sont ces centres de soins non programmés. Et donc, le centre de soins non programmés, c'est quoi? C'est l'équivalent de nos urgences de bas niveau, ce qu'on appelle en général la bobologie, ce qui n'en est pas forcément, puisque ça peut être des gens qui recherchent un médecin, et qui vont capitaliser sur cette bobologie. Je vous fais rire, il y en a même un qui m'a demandé si j'avais pas un business plan à l'observatoire pour lui rendre service. Et non, mais je vous jure que c'est vrai. Et donc, ils vont capitaliser sur cette demande de soins ou ce consumérisme médical. Et on a tout un tas de boîtes, on parle de financiarisation, mais ça commence par ça, hein. C'est des boîtes qui font d'abord de l'immobilier, puis de la médecine. Et donc, c'est l'hôpital public, c'est le service public. Et le service public, ici, on parle business, on parle entreprise, mais le jour où vous en avez besoin, c'est pas dans les cliniques que vous allez. C'est aux urgences du service public, c'est elles qui vous reçoivent. Alors, elles vous reçoivent mal, vous n'avez pas à bouffer, vous attendez longtemps, les gens sont mal aimables, mais c'est eux qui vous soignent. Et donc, il faut revenir à ça, c'est notre mission. Et c'est une mission importante, c'est l'hôpital public. Et l'hôpital public, c'est quelque chose qui a été extrêmement résilient, qui est quelque chose qui fonctionne pas si mal, parce qu'on l'a dit, le problème du Covid, c'est que les gens se sont aperçus qu'en fait, de temps en temps, il y avait un sens à ce qu'ils faisaient. Et on n'a pas eu de problème pour trouver des gens. Mais ils sont partis après. Pourquoi? Parce que les conditions de travail sont exécrables, que le management est nul, non mais il faut le dire, hein, et je vais y revenir, qu'on travaille en silo. Aucune entreprise ne travaillerait comme travaillent les hôpitaux, hein. Moi, je suis le patron de mon service, donc j'ai des responsabilités. Je fais 64 000 passages par an. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est, hein. 64 000 clients par an pour une entreprise ouverte. Je ne compte pas le SMUR, allez, j'en ai 5 000 de plus. 70 000 en gros clients par an, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Je suis le patron de ce service, donc je ne suis pas le patron de mes brancardiers, je ne suis pas le patron de mes infirmières, je ne suis pas le patron de mes aides-soignantes, je ne suis pas le patron de mes femmes de ménage, et je suis à peine le patron de mes médecins. Mais par contre, c'est moi qui ai la responsabilité de tout ça. Non, mais vous imaginez une boîte comme ça? Et on me demande, à moi, d'être médecin. C'est-à-dire que quand j'ai le temps, je vais aller gérer ce service de 70 000 clients par an. Hein, c'est une grosse entreprise quand même. Bah, on me demande d'être médecin d'abord et de faire ça quand j'ai le temps. C'est ça, hein, l'hôpital public. Et on voit bien que ça ne marche pas. Par contre, c'est un outil formidable et ça marche quand même finalement assez bien avec des personnels qui sont quand même dévoués. Je vais vous donner juste un exemple de mes 3 derniers jours, parce qu'on parle du Covid, mais il y a aussi la crise quotidienne à l'hôpital. Bah, par exemple, lundi, j'ai pas eu de labo et la radio marchait pas bien. Donc le lundi, c'est mon plus gros jour. Je fais 200 passages environ. Et donc c'est le bordel. Hein. Quand vous n'avez pas de radio, pas de labo, ça n'avance pas. À 18h, le médecin qui est arrivé se tordait de douleur. Médecin pour faire la garde. Un des 2 médecins qui va faire la nuit. J'en ai 3 autres qui vont faire la demi-journée. Jusqu'à minuit. Et donc il a fallu trouver quelqu'un pour la remplacer en urgence. Et puis, pour compenser tout ce qui s'était accumulé dans la journée. C'est ça, hein, l'hôpital, sachant qu'en ce moment, il me manque 5 ou 6 médecins temps plein pour arriver à mon niveau normal. Normal, hein, pas pour en avoir en rab. Donc ça, c'était lundi. Mardi, il y a un centre de soins non programmés qui m'a envoyé un patient. Le courrier, c'était « Merci de prendre en charge monsieur machin qui a un ami au Mali qui vient de mourir d'Ebola ». Il nous l'a envoyé comme ça. Donc vous imaginez, bon je vous rassure, il n'y avait pas d'Ebola, mais il nous l'a envoyé comme ça, vous imaginez, à l'intérieur de la salle. Donc c'est une crise immédiate. Et hier, à partir de 10h du matin, toute la radio a planté. Et on continue de recevoir des patients, on continue de les voir. Donc ça veut dire mettre en place une organisation de crise immédiate. Et c'est nos missions à l'hôpital. Je ne vous parle pas des JO en ce moment où je passe plus de temps à préparer les JO qu'à faire autre chose, sachant qu'il va falloir mettre plus de gens au moment des JO, sachant que j'en ai pas assez d'habitude et qu'il va quand même falloir qu'ils partent en vacances, sinon ils vont tous se barrer au mois de septembre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'hôpital public, et l'hôpital public, il est quand même dévoué, et il y a quand même le sens du service public. Moi, je travaille en Seine-Saint-Denis, qui est un désert médical, peut-être le plus grand désert médical français, et quand même, on a des équipes qui sont dévouées, qui ne sont pas très bien payées, et qui sont là tous les jours. Et puis, il y a aussi, on parle du déficit de l'hôpital. Hein. Tous les hôpitaux sont en déficit. On a parlé des 300 millions de la PHP. Mais la PHP, on lui donne de l'argent tous les ans. C'est notre trésor national, la PHP, avec tous ces professeurs de médecine qui sont payés par la fac pour gérer l'hôpital. On voit aussi le système, comment il marche un peu sur la tête. Mais qui en profite? C'est toutes les entreprises de biomètre qui en profitent. Hein. Un scope, c'est 50 000 €. Un scope. On a parlé des médicaments. Ça coûte très cher. Je voulais juste une petite parenthèse. J'ai beaucoup aimé quand Servier nous a parlé de surprescription. Ça m'a fait beaucoup rire. On va pas revenir sur Mediator, mais il faut faire attention à ce qu'on dit quand même. Hein. Donc il y a les consultants. Aussi, ah oui, ça, on adore les consultants. On parle de McKinsey, mais alors nous, on en a plein tout le temps qui viennent, qui nous expliquent ce qu'il faut faire, qui repartent. Rien n'est fait. On a les startups qui essayent de se faire un peu du beurre sur nous. Alors, je vous dis pas toutes les startups de téléconsultation qui viennent me voir, d'organisation des urgences, de je sais pas quoi, qui vont m'aider à décharger mes urgences. Je ne sais pas comment ils vont faire. Et il y a toute cette industrie du médicament avec des tout nouveaux médicaments tous les ans. Moi, je reçois plus de visiteurs médicaux. J'attends qu'ils me présentent un nouveau produit. En général, il n'y en a pas. Hein. Il y a un déficit quand même. On parle. Alors, il y a dans la cancérologie, par exemple, il y a des choses qui se font. Et je sais que Servier en fait aussi. Mais il a fait le Mediator. Et il y a d'autres boîtes qui en font. Mais c'est très peu de choses. Hein. Et la plupart de ce qui se fait dans l'industrie pharmaceutique, c'est pas très nouveau, en fait. Et donc, tous ces gens-là, ils profitent de l'hôpital, ils profitent de la santé. Hein. On parlait de puits sans fond, mais il faut voir où va le pognon. Pas dans la poche des soignants. Et donc, aujourd'hui, c'est sur l'avenir. Et c'est quoi l'avenir de l'hôpital public, en fait? En fait, l'avenir de l'hôpital public, s'il ne change pas, il va aller dans le trou, en fait. Pourquoi? Parce qu'on parle de recruter des soignants. Des médecins, finalement, on ne risque pas d'en recruter vu qu'il n'y en a plus. Et qu'il n'y en aura pas avant 5-6 ans, voire une dizaine d'années. Comment dire?
l'impossibilité d'imaginer l'avenir de la part de nos politiques et de nos administratifs depuis 30 ans. Hein. Moi, j'étais au creux de la vague. Et puis, il y a cette organisation dont je vous parlais, cette organisation en silo. On va continuer, chacun est le chef. Moi, j'ai une de mes directrices des soins infirmiers qui m'a dit quand même, Mathias, les infirmières, quand elles ont un problème, elles viennent te voir. Bah, c'est un peu logique pour elles, hein, je suis le patron du service. Mais ce n'est pas du tout la logique hospitalière. Pas du tout. Et puis, l'excellence, moi j'entends parler d'excellence, ça me fait marrer. Hein. L'excellence à l'hôpital, depuis 30 ans, elle s'est cassée la gueule. Et puis, alors, chez les médecins, ça se maintient à peu près. Dans le personnel infirmier et paramédical, alors quand je dis ça, mes infirmières gueulent en me disant « t'as pas le droit de le dire ». C'est vrai, mais t'as pas le droit de le dire. Mais on a une défaillance complète de la formation infirmière. C'est de moins en moins bon. Et à contrario, moi qui veux les former dans mon service, parce qu'elles ne sont pas plus bêtes que les autres, hein, c'est la formation hein, qui n'est pas bonne. Hein. Eh bien, dans mon service, quand je veux les former, j'ai le droit à 5 jours de formation par an. Et donc on voit bien que c'est très problématique. Et comme j'ai pas assez de personnel, je peux pas les former. Parce qu'on fait le personnel ric-rac. Donc ça, est-ce que c'est ça l'avenir? Puis alors cette attractivité, bah, moi je passe mon temps en ce moment en visioconférence, non pas avec des gens passionnants comme ça, mais pour recruter des médecins. Hier après-midi, j'avais donc un médecin du Burundi et un médecin du Bénin, hier après-midi. Dans mon service, la moitié du service est constitué de médecins tunisiens, qui sont excellents, eux, hein, par contre. Excellents, probablement meilleurs que les médecins français. Et ben, c'est ça l'attractivité à l'hôpital, parce qu'il y a l'argent, c'est clair, il y a les conditions de travail qui sont catastrophiques. Moi, je dis toujours, quand je vais... vous voyez, si vous allez à la Paix, il y a un nouvel immeuble qui a été construit pour le siège, à Saint-Antoine. Et ben quand vous rentrez, c'est fantastique. Moi, je le connais, hein, j'y vais de temps en temps, c'est super. Allez en face, en radio, en cardio ou en neuro, c'est l'immeuble quasiment en face. Hein. Et mes parents s'y sont fait hospitaliser il y a 2 ans et demi, 3 ans. C'était infesté de punaises, c'était dégueulasse. Et donc, vous n'avez pas envie de rentrer travailler là-dedans. Vous préférez aller travailler dans un bureau. Donc, il faut arrêter l'absence d'anticipation. L'avenir de l'hôpital public, il passera que si on y investit. Et que si on investit en excellence. Et ça, c'est notre grande problématique. Et puis, le privé n'est pas la solution actuelle pour le public. On voit bien que dans tous les pays où c'est du privé, on a une énorme différence de traitement entre les patients qui ont l'argent et ceux qui n'ont pas l'argent. Et puis, le privé, en France, pour l'instant, il ne fait pas l'éventail du public. Quand c'est très grave, vous allez dans le public. Quand vous êtes très malade, vous allez dans le public. Quand vous êtes très vieux, vous allez dans le public. Quand vous êtes très pauvre, vous allez dans le public. Le privé, pour l'instant, n'offre pas la gamme de ce que fait le public. Donc, pour conclure, c'est super de penser à l'avenir, mais il faut penser avec les soignants et pas seulement sur des histoires de fonds d'investissement, pas seulement sur... je vais reparler, par exemple, de sustainability. Moi, ça me fait marrer quand à l'hôpital, on vient me parler de sustainability. J'ai déjà du mal à soutenir mes murs. Donc, voilà, quoi. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire que l'avenir, il est brillant si on compte sur ces personnels, quels qu'ils soient, les femmes de ménage, les brancardiers, les médecins aussi de temps en temps, mais il faut compter sur ce personnel-là et pas imaginer juste ça avec de la technologie ou juste avec de l'argent. Merci beaucoup, docteur, pour ces propos décapants. Alors...